Rebonsoir, on a eu un petit problème, un petit bug technique, une petite coupure, donc on était en train de finaliser le sujet sur la formation du Paris Saint-Germain qui peut être un sujet, un podcast à lui tout seul. Mais On va comme donc- Dravias a tout dit, on passe à autre chose. Exactement. On va donc passer au sujet suivant. Donc j'ai posé une nouvelle double question. Tourelle, Léo, stop ou encore Draya, je vais te demander donc deux questions. Est-ce qu'ils apparaissent affaiblis et fébriles? Et est-ce qu'ils ont vraiment du pouvoir? Alors, question 1, oui, mais vraiment. Alors, le truc, en fait, c'est que dans un premier temps, moi, Léo, j'avais adoré ses interventions au Canal Football Club, etc. Et avec le temps, ça commence à être un petit peu plus dur, la pilule, où le mec est désespéré, etc. Son interview après Marseille, notamment, peut-être. Exactement. Et où à la fois, tu sais, j'avais l'impression qu'il faisait du Olas en mieux. Mais là, ça ressemble un petit peu plus compliqué, et, notamment, et j'ai déjà passé de Tourelle. Et c'est quoi la deuxième question? Est-ce que les deux ont-ils vraiment du pouvoir au sein du club? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'ils te donnent l'impression d'en avoir? Me donne l'impression, Léo me donne l'impression d'en avoir, mais d'être limité par les comptes, par le machin, par le truc. Et avec Léo, c'est impossible de lire, donc peut-être qu'en fait, il a sous sa jaquette un milieu de terrain, ce que j'espère, de qualité, mais c'est impossible à lire. Oli. Alors, j'ai commencé par Tourelle. Moi, je dis stop si garantie de mieux. Et donc, voilà, ce qui est difficile d'avoir des garanties. Changer pour changer. Je suis pas grand fan, donc voilà, ça dépend ce qu'il y a en face. On a vu que Tottenham, par exemple, a changé pour changer et s'il se vautre complètement avec un coach qui n'a pas le bon profil et qui n'a pas du tout réussi à récupérer les joueurs. Donc voilà, le changement n'a pas forcément toujours du bon, mais pourquoi pas si jamais on trouve quelque chose qui serait un vrai upgrade pour l'équipe. Pour Leonardo, ma philosophie étant de juger un mercato à sa clôture. J'attendrai le lendemain du mercato pour éventuellement dire s'il a échoué ou pas. J'attendais énormément de ce mercato-là et de Leonardo par la même occasion. On sait qu'il y a des contraintes, mais il y a des affaires à faire, mais il y a des coûts à faire, mais il y a des priorités. Et si jamais on se rend compte que vraiment on n'avait pas plus que les 50 millions qu'on a mis sur Icardi, pour moi, ça sera une erreur énorme de management. Donc voilà, on attendra un peu. Leonardo est capable de coups d'éclat. On l'a vu quand même avec la surprise Navas-Icardi à la toute fin du mercato, quasiment personne n'a vu venir, puisque Navas, on a eu des rumeurs en tout début de mercato, à l'époque où c'était encore en terreau, mais on n'avait plus entendu parler. Il y a des coups à faire, on entend des joueurs qui seraient sur le marché, des Brozovic, des mecs comme ça, qui pourraient apporter beaucoup. Plus récemment, Florenzi. Personne n'en avait Oui, entendu. Florenzi aussi, ouais. Moi, tout à coup, tu as Florenzi qui sort du chapeau, personne ne l'avait vu venir en fait. Moi, je me bats constamment contre les gens qui sont en train de dire « Oh, il reste un mois de mercato, on devrait avoir les pistes. » Tous les ans, t'expliques aux gens « Non, on n'a pas les pistes. Au PSG, ça fait plusieurs années, à part Neymar et Mbappé, qu'il n'y a quasiment aucune recrue qu'on a vu venir avant 3, 4 jours, 5 jours avant le transfert. » On l'a vu un an avant. Oui. Mais sinon, on n'en sait rien. Donc voilà, attendons. Mais j'attends copieusement Leonardo au tournant parce que pour moi, il y avait des trucs à faire et si on fait rien à ce mercato-là, à part un vague Bakayoko en prêt ou je sais pas quoi. Juste pour Lionel, c'est une rumeur qui ressurgit des contacts de nouveau entre Léo et Bakayoko. J'ai vu ça et j'ai entendu aussi que Kedira pourrait venir libre aussi après. Formidable, Kedira qui a réussi à être complètement paumé sur le terrain face à Lyon, c'est extraordinaire. Et puis c'est pas le profil dont on a besoin. Ce qui nous manque depuis je sais même pas combien d'années, c'est un milieu qui est capable de faire la transition entre le milieu. On va en parler dans le sujet mercato. Tout à l'heure, on parlait de la transition entre la défense et l'attaque. Pour moi, la problématique, c'est pas la transition entre la défense et l'attaque, c'est la transition entre le milieu et l'attaque. On en parle dans quelques minutes. Juste un aparté, oui, le mercato, de toute façon, quand on voit que Lyon doit vendre 3-4 joueurs pour avant de recruter et Rennes est sur 3-4 pistes, j'ai l'impression que tout va se décanter dans la dernière semaine, de toute façon, donc on verra. Oli, pour toi, est-ce qu'ils ont du pouvoir, Tourelle et Léo? Deuxième question. Ouais, je pense que Léo en a. Je pense que Léo en a. Je pense qu'il a quand même un gros crédit. Donc je pense vraiment que voilà, il y a pas trop de soucis de ce côté-là. On a vu ce qui s'est passé avec Neymar l'année dernière.
Bon, alors forcément, le Qatar était OK, mais il a quand même pas hésité dès le départ à taper du poing sur la table en disant voilà, écoutez, Neymar, s'il veut partir, il part. Euh, Moi, je pense qu'il a du pouvoir. Tourelle, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'on entend l'inverse et son contraire. J'en sais rien parce qu'on entend que Leonardo peut pas le blairer, mais pourtant il lui achète soi-disant des joueurs. Et ça a l'air d'être le cas puisque Gay il le voulait, puisque Kerrer il semble qu'il le voulait aussi. Pas tous Euh, et ça, il y a la politique de Leonardo qui peut-être a envie d'être sur le banc l'année prochaine, qui pourra l'expliquer. Oula, ça c'est. Ouais, j'y crois, je suis pas. La politique du Leonardo, il lui achète des joueurs pour qu'ils se plantent. Pour moi, Leonardo, il l'a répété en interview, et si c'était pas vrai, il l'aurait pas, je pense, dit. Il a dit, moi, Tourelle, j'aurais pu le virer dès que je suis arrivé, je l'ai pas fait. J'y crois pas. La politique du sabotage, très franchement, j'y crois pas. C'est comme ça. Donc pour toi, Léo a du pouvoir et Tourelle un peu vu ses recrues, mais je ne sais pas exactement. Ok. Voilà, exactement. Lionel, toi, ton avis, est-ce que les deux apparaissent un peu perdus et est-ce qu'ils ont du pouvoir pour toi? Alors, Tuchel, pour moi, c'est stop. Après Leonardo, je pense que lors de son premier passage, par rapport au projet qui était préalable, où il fallait lancer le projet, Leonardo était l'homme qu'il lui fallait. Je pense que enfin, il incarne un peu le côté parisien, etc. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit partir dans un projet différent. On a un effectif, donc on a quelques joueurs de qualité, etc. Mais je pense qu'il faut partir vers un projet différent et je ne suis pas sûr qu'il ait cette capacité de construire ce nouveau Paris Saint-Germain en prenant en compte leur formation, en prenant en compte tout ce qui est, enfin, tout ce que devient ce Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est l'homme idéal pour cela. Après, comme a dit Oli, on pourra le juger sur le mercato que le 6 octobre, quand le mercato sera fini. C'est quelqu'un qui, on sait, est capable de très beaucoup. Et quand on voit les noms qui sortent et les nécessités du Paris Saint-Germain, je suis un petit peu circonspect et un peu perplexe par rapport à ce qui est en train d'arriver. Après, est-ce qu'ils ont du pouvoir? C'est toujours difficile à dire parce que quand on voit que beaucoup de décisions sont prises à Doha, la question c'est quel est le vrai pouvoir de ces personnes. Je pense que sur le plan marketing, on voit que Jean-Claude Blanc a 100%, il est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que sur le plan sportif, où les Qataris prennent quand même un certain plaisir à pouvoir sélectionner des joueurs, choisir leur coach, etc., c'est compliqué pour un directeur sportif ou un entraîneur d'avoir le plein pouvoir dans un club comme le Paris Saint-Germain. Lionel, toi, quand Oli dit Tourelle, pourquoi pas stop, mais il faudrait des garanties. Toi, pour toi, c'est vraiment stop maintenant qui t'a tenté une chose qui n'est pas forcément garantie. C'est-à-dire que sur le marché, alors bon, moi je suis pas non plus un grand fan d'Allegri, mais par exemple, un entraîneur comme Pochettino, je trouve que j'aime beaucoup ce il a mis en place, que ce soit à Southampton ou après à Tottenham. Euh, je trouve que, enfin, déjà, même par rapport aux infos qui sont dans les médias, les joueurs qui disent il y a pas de tactique, il n'y a rien, etc., je ne pense pas que ce soit un hasard. Euh, Moi, je pars du principe qu'un an de plus avec Tuchel, c'est un an de perdu. Au bout d'un moment, enfin, on peut nous parler. Alors, c'est vrai, je pars du principe que le résultat est important, mais il y a aussi ce que tu dégages. Et je trouve qu'il ne dégage pas quelque chose qui correspond à ce qu'on a envie de voir au Paris Saint-Germain. Et un an de plus avec lui, pour moi, ce sera un perdu. Et sur le marché, il y a des personnes disponibles qui pourraient nous permettre de franchir un palier. Et surtout à partir du moment où ils arriveraient dans un contexte où Leonardo a donné son accord pour travailler avec. Et là, ce serait déjà différent dans la relation coach-directeur sportif. Darius, est-ce que toi aussi, Léo doit nommer son coach tout de suite maintenant? Non. Le truc, si tu veux, c'est qu'un an de perdu avec Tourelle, et là, je suis d'accord, ça vaut mieux que 2 ans de perdu avec un coach que tu as choisi à l'emporte-pièce. En soi, tu nous parles de Pochettino. Pochettino, je me souviens surtout d'un certain nombre de choix, notamment Sissoko au milieu, Aurier. J'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle il a fait jouer son équipe, mais j'ai aussi beaucoup déchanté.
Tu me parles ensuite de Allegri. Allegri, il y a juste aucune garantie. J'ai plus envie d'avoir. Alors, j'ai pas envie d'avoir une année de galère, mais je préfère avoir une année de galère que me retrouver avec un coach où on va se retrouver avec 2 années de galère, en fait. Et Allegri en formation, c'est 0. J'ai pas Moi, je entendu Oli, excuse-moi. parle de choix d'avoir un Allegri. Hein. Et J'ai je, parlé moi, du plan de. je disais qu'Allegri en formation pour faire jouer des jeunes, c'est 0. Ça, Oui, 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 Mota, mais Mota, il y a pas que ça. Oui, Mota, ça pourrait être une solution, mais tu vois, je préfère qu'on groom un Mota, qu'on le cultive et qu'on le mette en place l'année prochaine, en fait, si tu veux. Plutôt que de le mettre en mode ah, il faut changer quelque chose, on est en panique, tiens, viens et démerde-toi avec la situation, surtout qu'il n'a pas d'expérience. Tu vois, j'ai pas envie de ça. Donc en soi, vu l'état dans lequel on est, et contrairement à ce que dit Lionel, je suis pas d'accord. Vu l'état du marché, où grosso merdo, les coachs qui sont disponibles sont des coachs qui ont entraîné des grands clubs, mais qui, à l'heure actuelle, dans la vision que la majorité a des coachs, sont des coachs de second choix. Et Allegri, je suis désolé, ça reste un coach de second choix. Pochettino, ça reste un coach de second choix. On n'est pas sur les coachs de premier choix. Je trouve qu'on aura plus intérêt à préparer en sous-marin la saison prochaine, quitte à se taper un an de dur, plutôt que de prendre le risque de se taper 2 ans de dur et de faire ce qu'on fait depuis je ne sais pas combien de temps au milieu et de le reproduire au niveau des coachs. Après, tu as un contre-exemple. Munich décide de virer Kovac en octobre et met un flic qui était entraîneur. Ah, c'est un coup de peau énorme. Oui, ça, Coup énorme. voilà, c'est le pari avec Mota. C'est un coup de peau énorme, mais il savait qu'avec Kovac, ça allait dans le mur. Oui, mais le Oui, pari ça va. mais c'est le pari avec Mota, mais qui fonctionne. Et le truc, c'est que le pari avec Mota, il peut fonctionner ou pas fonctionner, et tu peux peut-être essayer de construire le pari avec Mota de manière cohérente. C'est-à-dire en parler avec Mota, lui dire que tu veux te coacher l'année prochaine, quel joueur tu aimerais, etc., etc. Plutôt que de lui dire, bah tiens, vas-y, va dans le feu de l'arène maintenant, c'est la merde dans l'équipe, l'équipe a tout un tas de certitudes qui sont mauvaises, démerde-toi pour casser toutes ces certitudes et amène-le à C'est ce l'échec. qu'a tenté Munich, un flic que de base devait pas être prolongé, devait être là en intérimaire. Sauf que Novak avait jamais la main mise Kovac, sur le Kovac, pas Novak, oui, Novak c'est autre chose. Kovac n'avait jamais la main mise sur le vestiaire que celle qu'a Tourelle sur le vestiaire. C'est-à-dire que t'enlèves Tourelle là, On il y n'a a- pas Bayern, on a mis 8 ce soir à Charles 04. j'ai pas entendu. Il y a combien là maintenant, Munich C'est fini 8-0. 8-0. Ah, j'étais à 6 tout à l'heure. Et sachant également que les 10-15 millions qu'on doit filer à Tourelle, c'est l'amortissement sur 5 ans d'un joueur à 50-60 millions. Hein. Donc tu me dis, vous achetez 60 millions de joueurs et vous gardez Tourelle ou vous achetez rien et vous le licenciez, je préfère acheter des joueurs. Ça et Tourelle, tu le laisses partir en fin de contrat. Merci, au revoir. Vous n'avez pas forcément apporté grand-chose de Paris Saint-Germain. On est déçus, mais on passe à autre chose. On prépare le truc en étant plutôt qu'être dans la panique, comme on est à chaque fois pour tout, avec un petit peu d'intelligence, avec un peu de recul. On prépare le coach de l'année prochaine. On réfléchit, on pose les choses. On prépare les mercato en fonction de ce coach. Exactement. Et on agit dans ce sens-là, en fait. Le problème, c'est qu'on risque de faire un entre-deux, c'est-à-dire ne pas nommer de coach et d'en prendre un à l'arrache en vue. Ah, ça, ce serait le pire des cas de figure. Mais ce serait la connerie ultime. C'est ce qu'on fait depuis Ce 7 serait ans. la connerie ultime. Mais là, tu as l'occasion de faire mieux et faisons mieux. Virer Tourelle maintenant, c'est inviter un mec avec lequel tu as juste zéro garantie, quoi. Mais on va maintenant parler justement, Oli qui préfère acheter des joueurs, on va parler du mercato. On va commencer par le poste de latéral gauche, puisque Bernat s'est fait des ligaments croisés. Pardon. Est-ce que pour vous, il faut absolument recruter à ce poste maintenant ou il faut faire confiance aux hommes qui sont là? Ça peut être Kurzawa, Becker, Diallo, voire Pembele. Oli, ton avis là-dessus? À mon avis, il faut recruter. Hein. Très franchement, là, la saison de Bernat elle est terminée. Les croisés en 6 mois, c'est pas possible. Donc, surtout pour un latéral. Donc, arriver. Ou alors on passe en défense à 3. Hein. C'est aussi une possibilité qui s'offre à nous, mais moi, ça me satisfait pas. Il y a des rumeurs comme quoi on aurait réactivé la piste Alex Telles. Il faut voir le prix, il faut voir le budget. C'est toujours ça le problème. Si on a un peu de budget. Bah, on peut mettre 15 millions, ça fait 3 millions pour le FPF avec l'amortissement, c'est honorable. Mais oui, pour moi, il faut recruter, c'est pas possible. On peut pas faire l'année en alignant en Ligue des Champions un jeune
un jeune Pembele qui est formé à droite, Diallo qui va être ultra défensif ou backer. Enfin, c'est pas imaginable pour un club comme le PSG. Marias. Pour moi, on n'a pas le choix en fait. On a tellement de priorités ailleurs que à gauche. En fait, si tu veux, le mercato, il a été construit de telle sorte à ce qu'on avait une vraie urgence à droite. On l'a rempli. Enfin, on l'a rempli. On s'emballe sur Florenzi. On l'a vu un match. Attendons de le voir un petit peu plus. Mais il m'a vraiment tapé dans l'œil. On l'a rempli. Et ensuite de ça, on a des priorités. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'entends priorité en centrale, j'entends priorité en milieu défensif et priorité en attaque. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est priorité en milieu, pas forcément offensif, mais Donc un milieu. vrai box-to-box. Voilà, milieu de transition. J'entends parler d'un Brozovic qui serait sur le marché à 30 millions, ça m'irait, mais très bien. Enfin, pour moi, on a cette priorité-là. Une fois que cette priorité-là elle est comblée, c'est une priorité qu'on travaille depuis je ne sais pas combien de temps. Le fait de ne pas avoir de 6, tu pourrais t'en sortir avec Marquis. Après Marquis, tu peux en avoir besoin derrière, etc. Mais en soi, on peut bricoler. Mais il y a un poste sur lequel on bricole depuis tellement longtemps, qui est la priorité, qui est ce putain de milieu qui nous permet de faire en sorte. Je veux dire, le problème qu'on a avec Neymar, c'était le problème qu'on avait avec Ibra. Les retours, les retours de l'attaquant au milieu, c'est quelque chose qui est presque une constante au Paris Saint-Germain parce qu'on n'a pas ce putain de milieu. Et il est plus que temps de le recruter. Une fois qu'on l'aura recruté, je pourrais parler de la problématique à gauche. En soi, à gauche, clairement, c'est le cataclysme, c'est le truc qui n'était pas prévu, c'est la putain de tuile, c'est Bernat qui se blesse, clairement, tu comptais sur lui. Bernat, c'est pas forcément un titulaire au poste, c'est plus un remplaçant au poste. Mais vu qu'on a tellement de priorité ailleurs, c'était devenu le titulaire au poste, il s'est claqué. Faisons bon gré mal gré, encaissons. De toute façon, c'est une session de transition. Et j'ai plus besoin qu'on récupère en prêt un mec à gauche qui sera improbable à la Desiglio ou je sais pas qui, qu'on récupère enfin un 8 qui fasse sens, qui soit cohérent par l'équipe, pas pour l'équipe. Et voilà, moi, c'est ça mon besoin. Lionel, est-ce qu'il faut recruter un latéral gauche? Moi, je rejoins un peu Oli là-dessus, quand on m'a cité les 3 joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Imaginons, surtout qu'en plus, sur les dernières saisons, Kurzawa a été assez fragile physiquement. Si on se retrouve avec Baker en tant que titulaire, on risque de passer une saison très compliquée. Déjà, Kurzawa, pas rassurant, mais Baker, c'est clairement pas possible. Déjà, on Après, l'aura pas pendant 6 matchs, hein, donc on va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. et, et après, je suis d'accord avec Dreas. La priorité, c'est pour moi ce 8-10 qui nous permettrait d'avoir en face un milieu de terrain équilibré et qui éviterait de voir constamment Neymar ou même Di Maria quand il joue venir récupérer le ballon dans les pieds de nos défenseurs. Tu peux revenir à Icardi sur ce point, Lionel, tellement le problème est depuis longtemps le cas. C'était exactement pas Icardi, à Ibrahimovic. Ibrahimovic qui faisait exactement la même chose qu'à Neymar. Et c'est un problème qui date depuis le début de QSI, en fait. C'est un poste qu'on n'a jamais réussi à combler. Mais on avait réussi à le combler un peu la saison 2014-2015 quand Pastore était en pleine forme. Oui, sauf que Pastore a été tué par Blanc. Et ça, c'est un autre débat. C'est pas lui qui a tué Pastore, je pense que c'est le retour de l'ordre, si. On va pas partir dans des On débats. on va pas parler de ça, mais si. c'est les médecins qui ont mal soigné. Donc un 8-10 prioritaire, d'ailleurs ça va être le plus dangereux, je vais te lancer Marias. Est-ce que pour toi, on connaît la réponse monsieur Roslem, est-ce qu'il faut recruter un DC et installer Marquinhos en 6 ou alors il faut recruter un milieu et laisser Marquinhos en défense centrale? C'est paradoxal dans le sens où si tu veux, moi le milieu que je veux, c'est pas un 6 en fait. Donc en soi, potentiellement, notamment par rapport à l'effectif, à moins que tu installes Verratti en 6, mais pour moi Verratti ne m'a jamais vraiment convaincu en 6, tu auras peut-être besoin de Marquinhos en 6. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est un milieu qui n'est pas un 6, qui est un milieu de transition entre le milieu et l'attaque, qui est un relais nécessaire. Ça fait 6 ans que c'est la priorité. Il y a un moment où c'est plus la priorité, c'est l'essence même, en fait. C'est d'abord ça. Ensuite de ça, on pourrait envisager un central ou même un milieu défensif. Tu sais, tu places parfait, etc. Enfin, des milieux qui tiennent la route.
Mais d'abord qu'on prenne le 8. Brozovic, par exemple, dans l'idée, ce qui nous manque, c'est un Gérard de l'époque. Et voilà. Ça coûte cher. Oli, quand t'entends parler des noms Bakayoko, Soumaré, Kedira. Non, ça c'est pas possible. Il faut mieux un grand décès ou un grand milieu, et quel type au milieu? Est-ce que tu partages l'avis de Lionel et Gravel sur le 8-10? Pour moi, il faut en priorité un bon milieu, ça c'est une certitude. Tout simplement parce que déjà, si on veut un grand décès, c'est-à-dire du niveau de Marquinhos, faut mettre 50 millions. Et donc, quitte à avoir 50 millions, autant les mettre sur un milieu de terrain. Alors, Brozovic, c'est un 6-8. C'est pas vraiment un box-to-box, même s'il peut. C'est entre les deux, il est vraiment capable. Enfin, c'est un 8 en fait. Après, il y a peut-être qu'on puisse jouer milieu à deux. Si tu as Verratti, Brozovic. Oui, Verratti, Brozovic, ça peut le faire. Mais voilà, après, il faut bricoler. Il faut être ingénieux. Encore une fois, j'attends Leonardo. Yann Ruiz. Ça, c'est cher. C'est vrai, c'est cher. Yes. Mais il y a peut-être moyen de trouver quelque chose, comme je disais, hors antenne. Il y a peut-être un Naby Keita, par exemple, qui va être bloqué par l'arrivée d'Alcantara à Liverpool et qui va avoir peu de temps de jeu. Après, Naby Keita, ça te donne un box-to-box, malgré le fait qu'il n'ait pas une grande taille. Donc, si Leonardo est génial, il achète Brozovic et il fait un prêt avec Naby Keita. Et puis là, on aura quelque chose qui tiendra la route. Mais là, il faut bosser. Là, il y a pas. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des idées, il faut faire quelque chose au milieu. C'est pas possible de repartir un an comme ça. Après, Soumaré, c'est pas le profil qu'il nous faut actuellement, mais Soumaré, ça reste un joueur avec un très très gros potentiel. Oui, mais on a besoin. En fait, si tu veux, Lionel, la problématique, c'est qu'on a aligné les flops au milieu et qu'on a aligné les potentiels. Mais là, on a besoin d'une garantie au milieu. En fait. Après, il y a la piste même Golan aussi qui sort. Non. J'ai cramé. Il n'était pas cramé, il était déjà cramé en fait. C'était pour moi je l'appelais le Matuidi un peu meilleur. Quand il n'était pas cramé, il était cramé. Quand vous connaissez moi. La saison dernière, il fait une grosse saison avec Cagliari. Oui, mais il n'est pas satisfaisant pour autant et il n'apporterait pas les solutions par rapport aux problématiques que pose le Paris Saint-Germain, qui est cette espèce de truc aberrant où tu as le mec le plus offensif qui se retrouve à jouer 6 par moment. Ce qu'on a vu avec Neymar, mais ce qu'on a vu aussi avec Ibra pour souligner que ça remonte dans le temps. Et on a besoin de rompre avec ça. On a besoin que les offensifs soient capables d'apporter le temps de différence en plus par rapport au milieu qui aura apporté le premier temps. Enfin, tu sais, le football, c'est quoi? Le football, c'est quoi? C'est une première accélération qui est créée par la ligne arrière. Cette première accélération qui crée un temps de décalage, le temps de décalage est accentué par le mec au milieu, qui fait que le mec offensif a un temps qui est conséquent pour pouvoir ensuite concrétiser. Et au Paris Saint-Germain, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire que les mecs offensifs sont obligés de redescendre au milieu, voire au milieu droit, pour pouvoir récupérer le ballon, pour pouvoir le faire monter. Et derrière, tu n'es plus capable de créer ce temps de décalage. Et il y a un moment où on a besoin de briser ce cercle. Il y a un moment où on a besoin d'une garantie. Et un Soumaré, aussi sympathique soit-il, aussi titi qu'il était, n'apporte pas cette garantie. Il y a un moment où on a besoin d'un Cador à ce poste-là. Et ça fait 8 ans qu'on l'attend. Et il est temps qu'il vienne. Soumaré, c'est typiquement le genre de joueur qu'on devrait acheter quand on sera dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure, à savoir avoir une équipe avec des tutus à peu près qui tiennent la route. Et là, on peut se permettre de faire un peu des paris avec des mecs qu'on peut faire rentrer dans une rotation même importante. Mais à l'heure actuelle, si Soumaré ça marche pas, on reprend pour 3 ou 4 ans de trou au milieu. C'est pas possible. On a besoin d'une garantie. On a besoin d'un vrai 8 en fait. On a besoin d'un vrai 8. On a besoin le nouveau Steven Gerrard. Je pense que Lionel est d'accord là-dessus. Il disait juste que Soumaré en soi, il parle de profil, mais je pense qu'il préfère une valeur sur Lionel. Tu confirmes? Ah oui, ça c'est sûr. C'est que moi, Soumaré, ce serait le deuxième milieu qu'on recruterait s'il nous reste du budget derrière le Cador. Par exemple. Et moi, si c'est le cas, j'ai envie de faire confiance à Michou, n'est-ce pas? C'est pas le même profil, mais oui, pourquoi pas. Mais après, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup. Pas parler. Ouais, mais ça. Mais c'est vrai que oui, il faut à tout prix qu'on recrute ce 8 et, qui est capable d'apporter
sur plus offensif opérationnel, quoi. Et qui permettrait d'éviter, comme on disait tout à l'heure, les décrochages intempestifs de Neymar. C'est vrai que ça fait 4 ans qu'on fait le podcast et 4 ans qu'on a le même constat. C'est problématique, effectivement. Et c'est pour ça, tu vois. Quand tu lis sur Twitter, la plupart des gens te disent non, c'est un 6 qu'il faut, c'est un 6 qu'il faut, c'est un 6 qu'il faut. Non. Il a raison. La plupart des gens demandent un 6. Oui, mais non. Mais tu vois, c'est là où, si tu veux, le poste de latéral gauche, je suis d'accord avec vous. Mais une fois qu'on a répondu à ce besoin, moi, je vois rien d'autre que ce besoin, en fait. Ce besoin doit être répondu. Et après, derrière, tu peux recruter un DC si tu veux, tu peux recruter un latéral gauche. Mais d'abord qu'on assure ça. Après, la grosse différence quand même entre le poste de DC par exemple et celui de latéral gauche, c'est que latéral gauche, il n'y a pas de top, mais tu peux trouver un mec moyen pour une vingtaine de millions. Un DC, on va pas acheter un autre DC moyen comme Kerrer, comme Diallo, donc c'est soit 50 millions, soit rien. Donc, d'accord, mais si tu n'as que 50 millions posés sur le milieu. On les a posés sur Icardi, a priori. Si tu n'as que 50 millions posés sur le milieu. Voilà. C'est tout ce que je dis, en fait. Et après, oui. Après, d'accord avec toi sur le latéral. On verra. Mais d'abord le milieu. Dernier sujet mercato, je vais te lancer Lionel. Donc Choupo ne viendra pas. Est-ce qu'il faut un joueur offensif de plus? Quand tu regardes l'effectif actuel, je dis non. On a Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappé. Et le Mundo, je pense que c'est amplement suffisant si on repart dans un schéma de 4-3-3. Donc peut-être qu'on peut rajouter le petit Kelly Squeeze aussi dans la rotation. Enfin, non, je pense que c'est pas indispensable. Et je suis même très content que Choupo ait décidé de continuer sa carrière ailleurs. D'accord. Mais si on repasse dans un schéma de 4-3, ça veut dire qu'Icardi sera remplaçant et qu'on a une autre budget dessus. Pas forcément, et ça peut être même aussi la solution du 8, de remettre Di Maria dans cette position qu'il avait. Le vieux loup de mer. Le serpent de mer, pardon, pas le loup de mer. Le vieux serpent de mer de Di Maria qui n'a pas joué 8 depuis. Ah non, mais pas... Il y a Sarabia qui jouait 8 à Séville. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Si une solution à l'interne, ça peut être quelque chose qui est envisageable. Ouais. Et puis ça permettrait de redonner à Di Maria, lors de la présence de Neymar, un peu plus d'influence dans le jeu. Ouais. Oli, est-ce que pour toi, il faut un offensif, ne serait-ce en prêt, un rajout quelconque? Bah, ça c'est vraiment. J'aurais tendance à dire non. Après, s'il y a un mec en prêt à prendre, un mec de 30-32 ans qui peut apporter un point de fixation, qui peut dépanner une fois de temps en temps pour faire souffler les gens, pourquoi pas. C'est vrai que Kalimundo, on peut lui donner des minutes. Maintenant, je sais pas du tout comment on va jouer l'année prochaine, donc j'aurais tendance à dire plutôt non, mais à voir s'il y a pas un mec. On a compris non. Priorité milieu, après on reparle du reste. On reste là-dessus. Bah, on verra ce qui se passe. Il reste un peu plus de 2 semaines. Ça risque d'être augmenté la dernière semaine. On va tous stresser, on verra bien ce qui se passe. Avant de finir ce podcast, un petit pronostic sur le match de dimanche contre Nice. Dreyas. Paris va enfin réussir à marquer. Nice est vraiment pas en forme, donc 1-0. Nice a beaucoup d'absents, notamment sur le Covid, notamment Casper Dolberg. 1-0. Oli. 2-1 pour moi, pour le PSG. Lionel. 0-0. Moi je dis 1 partout. On verra ce qui se passe. On arrive à la fin de ce très long podcast. Il y avait beaucoup d'actualités. Et on espère qu'il y en aura un peu moins. Parce que c'est vrai que c'est mouvementé, c'est sympa. Il dure que depuis une demi-heure. La deuxième. On verra. Mais c'est vrai que. Quoi que si c'est de l'actualité mercato qui nous fait plaisir, pourquoi pas, on peut accepter. Oui, si on fait une super recrue, on sera plus enclin à vouloir en faire. Ah. Mais ça peut être intéressant. Sur la formation. On verra ce qui se passe. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout s'ils ont tenu avec cette petite coupure. Et merci aux intervenants. Merci Oli pour ta première de la saison. Merci à vous. Merci Lionel. Merci beaucoup. Merci Dreyas. Merci. On se retrouve très vite. Au revoir. Ciao. Ciao.